Vous êtes à l'écoute de Radio Rennes et Radio Évasion. C'est l'heure de votre rendez-vous pluriel. Une émission enregistrée aujourd'hui en public, préparée et animée par Ronan Manuel et Loïc Turmel. Pluriel, c'est ici à l'hôtel-restaurant Le Victoria, avenue Janvier à Rennes, cette semaine, donc comme hier, aujourd'hui pour parler de livres, pour parler du mois du livre d'une part, et d'autre part du festival Rue des Livres que nous évoquerons tout à l'heure avec sa présidente et sa programmatrice, et puis des auteurs, des éditeurs également autour de cette table, toute l'équipe de Radio Rennes, Christine, Muriel, Sébastien, Philippe, et puis Gérald Nimal qui filme tout cela pour la chaîne YouTube de Radio Rennes. Et bien évidemment, aux manettes, mon camarade Loïc Turmel, avec qui nous allons partir bientôt faire le tour de France des bistrots littéraires. Quand tu veux, mon cher Roland, bonjour à tous. Donc, Allez. Deuxième volet de cette série d'émissions spécial livre. Absolument. Et pour cette deuxième émission spécial livre, on reçoit un chercheur spécialiste français de l'imagerie numérique médicale. Mais quel rapport Quel est le rapport avec les livres? Donc c'est une activité qui laisse du temps un petit peu à l'écriture? Non, pas du tout. Non, pas au contraire. Je crois que ça a été quelques dizaines d'années quand même, plutôt chargé professionnellement, avec l'exploration d'un monde passionnant quand même, hein, qui est le monde du vivant, où on a quand même beaucoup de choses à apprendre, à découvrir, aussi à imager. Et ces systèmes d'imagerie, tout le monde le sait aujourd'hui, hein, tout le monde sait ce que c'est qu'un scanner, tout le monde sait ce que c'est qu'une IRM. On voit aussi des choses absolument merveilleuses en échographie, en ultrasons, avec des résolutions spatiales, comme on dit, c'est-à-dire la millimètre, hein, ou en dessous du millimètre, ou bien des échelles temporelles qui sont largement en dessous de la seconde. Tout le monde sait ça aujourd'hui. Et ben c'est ça a été ça mon aventure. Tout ça a démarré dans les années 60, 70. C'était mon époque, c'était mon temps, et ça a été fabuleux. Ouais, et parallèlement, il y avait quand même ce plaisir, peut-être au départ, de la lecture, non? Ah, plus que de la lecture, même, oui, de l'écriture. De l'écriture, oui. Oui, non, c'est toujours... Les histoires de vie sont toujours un peu particulières. J'ai eu la chance d'avoir quelques professeurs de littérature et de mathématiques qui étaient passionnés et qui m'ont passionné et qui m'ont attiré et qui m'ont jamais repoussé. Et donc voilà, je les ai accompagnés un certain temps, ils m'ont accompagné un certain temps. Il y a eu des périodes plus sèches que d'autres, disons. Quand on parle d'équations, par exemple, c'est un peu plus sec que la littérature en général. C'est un peu moins de goût, comme disait Ronan tout à l'heure, quand on parle de cuisine et de choses odorantes. Mais ça a son charme quand même aussi, et je suis tombé dedans, il faut le dire. Voilà, mais l'encre sèche aussi parfois. Oui, alors l'encre sèche parce qu'il y a autre chose aussi à faire. Donc oui, quand on est un peu scientifique, on s'amuse quelquefois à publier des articles dans des revues étrangères, par exemple. On a parlé de l'anglais tout à l'heure. Alors, puisqu'on parle d'étrangers, des passions aussi qui vous font voyager, Jean-Louis, de la Chine dont on connaît, on découvre votre passion depuis longtemps, et puis aussi à un monde que vous avez fait découvrir à vos lecteurs, et un personnage, Alejo Carpentier, qui est qu'on pourrait presque imaginer comme un mythe, et qui permet de rencontrer beaucoup de monde dans l'histoire littéraire, politique. Tout cela se mélange de quelle manière? Ça se mixe, ça se métisse, ça se croise? La littérature et les sciences, ou la littérature et déjà... différents thèmes déjà, oui. Non, la littérature,
je pense que tout le monde a des affinités quelque part, territoriales. Moi, par exemple, un peu avec la Bretagne quand même. Et puis, il y a des continents que j'ai eu la chance de découvrir dans des circonstances particulières, du genre coopération, par exemple. Donc, il y a 2 grands continents, effectivement, qui me sont très, très chers. Je ne parle pas de l'Europe, bien sûr, hein, de l'Amérique latine. Et puis, donc forcément, en Amérique latine, il y a quelques grands noms, il y a quelques prix Nobel. Je pense à mon ami Albert Bensoussan, parce que il est en train de traduire du Vargas Llosa là, et préparer, je crois, un livre aussi pour son entrée à l'Académie. Donc il y a quelques grands quand même. Et Alejo Carpentier était effectivement quelqu'un de grand aussi par la taille et grand par le talent. Il aurait dû d'ailleurs être prix Nobel, je pense. Hein. Disons qu'il est décédé un petit peu trop tôt. Alors, on ne va pas s'étendre trop long parce que c'est une très longue histoire. Moi, je conseille vraiment à ceux qui nous écoutent de lire tout ce que vous avez écrit sur Alejo Carpentier, parce que c'est un véritable roman d'aventure vrai. C'est merveilleux. Je crois que je ne dis pas bêtise, c'est aux éditions Apogée. Hein. C'est bien ça, Alejo Carpentier. Un mot, Jean-Louis, sur un roman un peu moins connu, mais que j'ai trouvé bouleversant. Enfin, c'est pas tout à fait un roman, d'ailleurs. C'est un livre bouleversant qui s'appelle « Quand le corps fait défaut ». Oui, alors ça, c'est étonnant, parce que tout à l'heure, on parlait beaucoup des femmes. Et j'avais pas réalisé, en fait, combien elles étaient présentes dans mes livres. On le retrouve dans les nouvelles, hein, Xiaoling en particulier. 3 des nouvelles sont les personnages principaux sont des femmes. Mounia, qui est un livre de poésie aux éditions Rive-Neuve. Et puis, effectivement, Quand le corps fait défaut. Et Quand le corps fait défaut, ce livre-là est venu, évidemment, dans les dernières années de ma mère. Donc, il me touche très, très directement. Très personnel, ouais. Mais il est en même temps, comme on le disait tout à l'heure, très, très universel. Et c'était un moment encore où qu'on vient de connaître récemment, il y a quelques semaines, ce discours sur les EHPAD dans les grandes maisons, je dirais, qui ont été citées largement. Moi, ma maman, elle a été dans un établissement donc communal, et elle a été heureuse dans cet établissement. Et j'ai voulu, parce qu'elle me racontait comment elle vivait les choses, j'ai voulu essayer de restituer un petit peu son vécu dans ces dernières années. Et en même temps, bien entendu, il y a des réminiscences, il y a des souvenirs qui reviennent, etc. Mais c'était aussi pour montrer qu'il y a des lieux dans lesquels les personnes âgées peuvent être heureuses. Et ça a été le cas de ma maman. Et donc, j'ai toujours un peu de mal à parler de ça. Il y a toujours la même émotion. Hein. Mais oui, voilà, c'est ça que je voulais raconter. C'est un livre bouleversant, émouvant, et tous les lecteurs tristes que nous sommes avons eu le même ressenti en le lisant, parce que naturellement, ça résonne en chacun d'entre nous. Hein. Oui. Alors, il y a des poèmes, il y a des essais, il y a des biographies, il y a des romans. Est-ce que l'écriture de tout cela est abordée de la même façon ? Non. La poésie, c'est quelque chose de très bref, de très émotionnel, en quelques mots. Enfin, c'est pas du Guy-Vic que j'écris, mais c'est quand même de l'écriture courte au niveau de la poésie. Et là, il faut être porté par quelque chose. Je veux dire, c'est un feu qui brûle, quoi. C'est pas... Le roman, c'est beaucoup plus construit, c'est du plus long terme, c'est quelque chose qui se travaille. On a besoin de rechercher des éléments, c'est-à-dire qu'il y a toujours une réalité derrière un roman, que ce soit des lieux, des personnages, une histoire, il faut aller la chercher aussi à un moment donné pour faire des tableaux, comme on disait tout à l'heure aussi. Il y a des peintures, il y a des personnages, il y a des odeurs, et donc ça, il faut aller le rechercher. Et c'est un travail de plus longue haleine, bien sûr. Hein. Et la langue n'est pas tout à fait la même. On vous trouve essentiellement, enfin beaucoup, souvent en tout cas, à la Part Commune, hein,
à Apogée également, vous avez cité Rive-Neuve. N'hésitez pas, vous faites aussi sur n'importe quel moteur de recherche Jean-Louis Quatrieux, vous verrez le portrait assez singulier de ce monsieur plein de savanceté en matière d'imagerie médicale, et aussi bien que du monde latino, où merci encore pour ces merveilleutés, Jean-Louis, que tu me ramènes de Chine. Merci à vous. Voilà, c'était une private joke entre nous, comme ça. Et dans la part d'écriture, il y a aussi cette amitié avec Mariano Otero. Ah oui, alors ça, c'est une histoire aussi qui a été fondamentale pour moi, qui a de multiples titres. Mariano est un ami que j'ai découvert au début des années 70, et il m'a accompagné jusqu'à 2019. Il a disparu, et je dirais même au-delà, puisque là, on vient de rendre un hommage par une exposition à l'Opéra en décembre. Il va y avoir un nouvel hommage à Saint-Grégoire en avril. Je vais être présent évidemment avec le livre de Mariano, parce que c'est le livre de Mariano sur les baigneuses à rue des Livres. Donc tout ça effectivement constitue un paysage pour moi. L'entrée en peinture, pour moi, c'est avec Mariano que je l'ai faite. Ça, c'est très clair. Mais il m'a amené aussi beaucoup d'autres choses qu'on retrouve en filigrane dans certains livres, en particulier cette force de l'exil qu'il a portée jusqu'au bout et que, quelque part, il m'a transmis. Eh bien, on ira à rue des Livres tout à l'heure. Merci beaucoup, Jean-Louis Quatrieux. On va aller faire un petit tour dans une bibliothèque, la bibliothèque Mazarine, tout de suite. Et puis après, on découvrira un éditeur. Enfin, quand je dis on découvrira, pas trop. Point trop n'en faut, vous allez comprendre. On écoute tout de suite cette bibliothèque Mazarine. Notre langue française s'abîme comme un vieux livre de cuisine, sur les quais et sous la pluie, au pied de l'académie. Bibliothèque Mazarine, le brouillard sur les vitrines, le chagrin et les autos, le pont des arts en travaux. Il pleut, le temps passe comme il peut. Le regard des curieux a des flaques dans les yeux. Ah là là, il pleut, tu es seul dans le flot au volant d'une auto, tu écoutes la radio. On parle de livres dans Pluriel. Cette semaine, on parle de livres pour parler du mois du livre qui se déroule en ce moment, et puis du festival rue des Livres qui se déroulera les week-ends des 12 et 13 mars. La radio du livre, c'est Radio Rennes. On évoque les auteurs, les éditeurs, les libraires aussi, et puis éditeur, avec un éditeur singulier que j'avais beaucoup envie de recevoir ici à Radio Rennes. Xavier Calais, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Alors, j'ai découvert il y a quelques années, à travers, entre autres, une balade en autostop, on pourrait dire ça comme ça d'ailleurs, l'un des premiers livres que vous aviez sorti. Comment est-ce que vous définiriez les éditions Poncerc ? Parce que peut-être, si vous regardez l'émission sur la chaîne YouTube, vous voyez que vous ne voyez pas justement le visage de Xavier Calais. Ça fait partie de la singularité. On y viendra peut-être tout à l'heure. Alors, la genèse, la naissance de Poncerc. Souvent, depuis le début, on nous a demandé définissez votre ligne. Et nous, depuis le début, ce qu'on a dit, c'est qu'en fait, notre ligne, c'est vous mettez les livres sur la table. Et notre ligne, ça
ça se trouve à la diagonale de tous ces livres en fait. C'est pas comme si on définissait dès le début, on va être comme ci, on va être comme ça, mais on fait ce qu'on a à faire ou de la manière dont on le fait. Et finalement, c'est ça qui dit notre ligne, quoi. C'est après en fait. Et du coup, voilà. Alors, comme on est à la radio, on voit pas les livres étalés sur la table, mais du coup, notre ligne, elle est là, quoi. Elle est entre Benjamin, Laurent Quinton, Buchner, des pamphlets de l'Institut de démobilisation sur Ouest France notamment, que je recommande à tous les auditeurs locaux, puisqu'on est à Rennes, donc exactement. Donc, on peut que conseiller cette lecture, saine lecture. Voilà, notre ligne, en fait, elle est là. Il y a aussi des affiches dont on va parler. Ouais. Voilà. Alors, la ligne, c'est une ligne pas forcément facile à défendre sur un plan commercial, d'installation chez les libraires, etc. Comment est-ce qu'on porte le poids du côté commercial, du côté mise en place, en quelque sorte? Mais c'est sûr que c'est pas facile, surtout qu'on a l'impression que les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place, donc les gens qui résistent un peu à ça perdent un peu aussi en visibilité. On voit bien que beaucoup de choses passent aussi par peut-être des choses un peu commerciales, mais la question c'est on fait ce qu'on a à faire, on fait ce qu'on aime faire, et si il y a l'adversité, c'est pas grave, on va pas renoncer non plus à ce qu'on est parce qu'on veut pas aller sur Facebook. Voilà, qu'il y a de la difficulté, ben oui, mais les choses, on va dire, je crois que c'est Spinoza qui disait ce qui est beau est difficile aux que rare. Bon, voilà, c'est aussi une invitation à tous ceux qui font des choses difficiles, c'est-à-dire qu'il faut pas céder, même si les vents contraires sont quand même assez rudes, et je cache pas que c'est difficile parfois, mais il y a combien d'autres avant nous ont fait des choses difficiles, et ils avaient bien raison de ne pas avoir lâché, et on n'en parlait pas dans les grands médias, mais c'est aussi parfois très, très, très bien de ne pas être dans ces endroits-là, et nous on a notre public, et surtout on a les livres, ils sont là, on les aime, un peu comme des enfants qu'on a fait, et puis même s'ils passent pas à la télé, c'est pas grave, on les aime quand même, quoi. Au contraire même. Est-ce que vous rencontrez vos lecteurs parfois ? Eh bien, ça nous arrive, on les rencontre, on a un lectorat. Alors, on les rencontre aussi, on communique beaucoup aussi par internet aussi, parce qu'ils sont pas forcément à Rennes, mais on reçoit des textes par le net. Là, par exemple, je suis très content, on vient de publier la semaine dernière un livre, c'est le retour de Poncerc à la constellation Buchner, qui nous a aussi fait connaître une trilogie en 3 volumes, il y a une dizaine d'années, qui avait été adaptée notamment au Festival d'Avignon avec l'école UTNB. Donc c'est pour ça que la visibilité, on peut en avoir parfois. Et ça, le projet est arrivé par Jean-Christophe Bailly et Henri-Alexis Bach, qui ont fait découvrir Buchner en France dans les années 70. Et voilà, c'est eux qui nous ont apporté ce projet. Voilà aussi notre lectorat aussi, je dis ça très simplement, mais bon, que Jean-Christophe Bailly aime nos livres, est-ce que ça vaut pas une pleine page sur Ouest France ? Je crois que oui, voilà. Avec tout le respect qu'on doit... Est-ce qu'il y a une confraternité ou une fraternité toute simple des éditeurs qui justement se risquent à explorer des centres un peu compliqués comme ça? Est-ce que vous vous connaissez entre vous? On se connaît, et j'ai l'impression que même si on ne se connaît pas forcément, on ne s'est pas toujours rencontrés, on se rencontre d'une manière... par nos livres interposés. Et ça, c'est un bon exemple, c'est qu'on a publié ce livre que moi j'aime beaucoup, mais bon, je ne suis pas objectif. C'est un livre sur Mstislav Goldberg. C'est une figure de l'anarchisme littéraire fin 19e. L'édition a été faite par Catherine Cocchio, qui est une grande dame, grande universitaire, spécialiste de l'anarchisme littéraire et de la littérature de la Shoah. Et donc, on a préparé ce livre, et là, tout d'un coup, on apprend que l'édition Alia, avait aussi un projet très proche. Goldberg. Et donc, du coup, on a dit à Alia, mais nous, on est en train de faire ce livre avec Catherine Cocchio, qui est quand même une spécialiste, et ils nous ont très gentiment dit, on vous laisse y aller. Et typiquement, Alia, il y a une proximité de fait, quoi. C'est aussi les gens qui ont publié l'international situationniste. Bon, c'est pas des hasards, en fait, si on croise le chemin comme ça d'Alia. Et on devait faire une présentation ensemble à Paris avant cette histoire de virus, dont vous avez entendu parler, mais un petit peu, ouais. Et voilà, et donc c'est tombé à l'eau, mais voilà, Alia, par exemple, typiquement, voilà, des gens qui sont dans notre constellation. Voilà. Est-ce qu'il y a intellectuellement, parce que justement Goldberg, ça tombe tout à fait dans ce que j'allais vous demander, un certain intellectualisme ashkénaze, par exemple, dans l'anarchisme littéraire, entre autres, il y a un certain cousinage, une certaine filiation de maisons en maison, comme ça, non ? Alors...
Judaïsme, Ashkenaz, je vous l'ai dit. Non. J'ai pas Un point commun, disons, entre un certain intellectualisme ashkénaze qui a bien aimé fréquenter l'anarchisme littéraire, on va dire. Quoi. Alors, sur l'intellectualisme, c'est une image qu'on peut avoir. En gros, voilà, c'est des livres un peu intellectuels. Bah, nous, on assume, voilà. C'est vrai qu'on a fait un gros volume aussi. Alors, pour le coup, en termes d'intellectualisme, c'est plus de 500 pages sur la théorie esthétique d'Adorno. On l'a fait avec Rennes 2, il y a 30 contributeurs internationaux. Bon, bah, Adorno, qu'est-ce que c'est ? C'est la question des industries culturelles, en fait. Et aussi, on va pas se cacher, une forme de propagande, d'abrutissement de masse. Donc, si on est intellectualiste, ben oui, on l'assume, et voilà. Alors, propaganda. Allez, on va parler d'affiches. Il y en a, je vais la montrer tout de suite à la caméra, on devrait la voir, et puis au public également. On en voit sur les murs de Rennes quelques-unes de ces affiches. Il y en a 3 différentes, je crois, 3-4 différentes. Il y a 3 portraits, en tout cas. Qu'est-ce que sont ces affiches Alors, d'abord, je vais assez vite parce que comme il y a 10 minutes, j'ai beaucoup de choses à dire. Je rentabilise mon temps quand même. Hein. On est à l'époque de rentabilité, de l'accélération même. Du coup, on a d'abord publié ce texte de Sénèque qui s'appelle l'Apocoloquintose. Pour faire très vite, Sénèque s'est vengé de l'empereur Claude qui l'avait déporté en Corse. Et visiblement, la Corse à l'époque, c'était pas du tout c'est pas agréable à vivre. Hein. Je suis jamais allé, mais à l'époque, c'était une horreur. Donc Sénèque en voulait beaucoup l'empereur Claude. Et quand l'empereur Claude est mort, Sénèque, au lieu de faire une apothéose, il a écrit l'Apocoloquintose. C'est la transformation de l'empereur en citrouille. Donc c'est un pamphlet très violent contre un empereur qu'on a publié à peu près au moment des Gilets jaunes. Mais on veut préciser, on l'a précisé dans la préface, ça ne vise pas du tout Emmanuel Macron. Nous, vraiment, si on a publié ce texte, c'est vraiment pour faire connaître le goût de la Rome antique. Et il ne faut pas y voir toujours d'essence politique dans ce qu'on fait. C'est traduit par Rousseau, ce texte. Donc voilà, Rousseau, traducteur du latin. Et du coup, on a demandé à un artiste de Berlin, Thorsten Holz, de faire un portrait de l'empereur Claude, qu'il a fait, d'après le buste du musée des Antiquités de Berlin. Et du coup, on a commencé à faire des montages entre le portrait et des extraits, par exemple, de Jacques Rancière ou d'Alfred Jarry, des extraits de Sénèque. Et du coup, on a commencé aussi à coller ça sur les murs de la ville. Et ensuite, on a décidé de faire avec ce portrait de l'empereur Claude un livre affiche. Voilà, que je déplie. C'est pas très radiophonique, mais bon, c'est pas grave. Et donc, il y a l'image. Et voilà. Du coup, là, c'est le portrait. Et de l'autre côté, il y a le texte en très petit, mais si vous avez une loupe chez vous, vous pouvez tout à fait lire ce texte. Autrefois, on utilisait des loupes, bon, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et du coup, c'était aussi un jeu sur qu'est-ce qu'un livre, qu'est-ce qu'une affiche, qu'est-ce qu'une librairie, qu'est-ce que la rue, c'est-à-dire, ça, voilà, donc du coup, tout ça, les Rennais, j'espère, et pas seulement à Rennes, à Paris ou à Marseille, il y a des collages, maintenant c'est un peu viral, hein. C'est pas nous qui collons toutes les nuits, il y a aussi d'autres gens qui le font. Je dis ça pour la ville de Rennes, si jamais ils cherchent les colleurs, il n'y a pas que nous. Ils sont ici. Et je termine, voilà, et donc du coup, et après on est passé à j'ai peut-être oublié un épisode, voilà, aux affiches, voilà. Voilà, et on les trouve en ce moment sur les murs de Rennes. Comment est-ce qu'on peut savoir précisément ce que vous éditez, ce que vous sortez, où on les trouve aussi, dans quelle librairie? Il y a le site quand même. Il y a exactement le plus Vous simple. Êtes discret, mais il y a quand même un site. Oui, il y a quand même un site, hein, voilà, c'est ça, il y a un site internet, et puis on a une adresse mail, et on est quand même bien élevé, donc on répond aussi voilà, aux gens qui nous écrivent. Si vous voulez, par exemple, tous les portraits, les fichiers, il n'y a aucun problème. Si vous voulez de votre côté les coller et le faire avec vos amis, eh bien, on vous y encourage en fait. Et cela d'autant plus que la ville de Rennes a augmenté le prix pour les stickers, l'affichage sauvage. Et du coup, il y a quand même un combat là qui est un combat aussi politique, c'est-à-dire ne pas laisser la ville à la pub et voilà, et s'approprier les murs. Les murs sont pas réservés à mettre des publicités dégueulasses sur des écrans vidéo, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Xavier Calais. C'est déjà fini, 10 minutes. Oui, c'est déjà fini. C'est à découvrir, bien sûr, sur le site des éditions Penser, qu'il y a de véritables pépites, vraiment des raretés littéraires et pamphlétaires dans cette aventure. C'est pas cher, c'est combien les prix moyens de les prix, c'est vraiment, regardez, le pamphlet, il est le prix, on le met toujours à des endroits bizarres. En 9 tout euros. Petit aussi, 9 euros. Ah oui, en effet, Mmh. ouais, c'est vraiment c'est pas cher du tout. Merci beaucoup d'être venu dans Pluriel. On va écouter, est-ce qu'on peut écouter, je ne sais pas si c'était dans le bon ordre, est-ce qu'on peut écouter le café littéraire d'Alain Leprest? Eh bien oui, c'est tout de suite, et puis on va continuer à parler de livres, bien sûr, avec Rue des Livres. Merci Jean-Louis Quatrieux, merci Xavier Calais, et à plus tard. Merci à vous. Merci. Mon café littéraire, c'est devant le cimetière et le libraire du coin.
Vaut mieux aller en face chercher la dédicace d'un académicien. Son premier manuscrit fut à la bombe écrit contre sa devanture. Au café littéraire, on a déjà les vers à portée d'écriture. On s'est pointé à vin en habit d'écrivain, on s'est assis en cœur. Un roman ébauché, visiblement caché sous un verre à liqueur. Depuis quand on y cause, on sait que c'est en bronze, c'est quand même plus chouette. On commande son litre comme on choisit un titre dans sa bibliothèque. Le café littéraire, Alain Leprest, le regretté Alain Leprest, avec une musique de Romain Didier. Avec une musique de Romain en Didier, effet. ouais. Tiré d'un album qui s'appelle Ton cul est rond, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, un très bel album, Ouais. Ton cul est rond, absolument. Bah oui, il fallait bien. Fallait qu'on le dise. Bah, fallait le dire. Hein. Rue des Livres, c'est les 12 et 13 mars. On va en parler tout de suite avec la présidente et la chargée de programmation. C'est très bien ainsi, Loïc. Oui, Rue des Livres revient. Ça fait plaisir. Effectivement, ça fait très plaisir. Après 2 années sans le festival en 2020, même si c'était une édition qu'on avait préparée, il a fallu annuler quasiment au dernier moment, et une édition télévisée avec 5 thématiques sur TVR en 2021. Et 2022, c'est effectivement un festival qui revient dans un nouveau lieu. Oui. Et avec une programmation dont Emmanuel Calac pourra vous parler tout de suite. Et vous, vous êtes la présidente Elisabeth Voilà, Lemeau. Hein. je suis la présidente depuis cette année, c'est ça? Non, je suis présidente depuis septembre 2020. J'ai D'accord. succédé à André Boissier, qui était président depuis le début du festival, depuis 2007, puisque le festival a été créé en 2007. Nous en sommes à la 15e édition. Et donc, je lui ai succédé. Il m'a fait appel en 2020. Et en cadeau de bienvenue, vous avez eu le Covid. Et en cadeau de bienvenue, effectivement, j'ai eu le Covid. Et il a fallu, penser à plusieurs solutions. En 2020, on avait un scénario A, un scénario B. Finalement, il n'y a pas eu de scénario du tout. Et puis, mais on a quand même... rémunérer les auteurs qui devaient venir, c'est-à-dire que toute notre programmation a été en tout cas honorée au point de vue de la rémunération des auteurs, parce qu'on ne voulait pas les laisser seuls à assumer cette difficulté, encouragés par nos subventionneurs publics. Voilà, on a fait quand même contre mauvaise fortune bon cœur. Voilà. Rue des Livres, qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut y voir? Qu'est-ce qu'on peut y entendre? Rue des Livres, c'est une activité déjà qui a lieu tout au long de l'année, le festival en étant le point d'orgue, mais je dirais tout converge vers le festival à partir d'actions qui s'égrènent du 1er janvier au 31 décembre dans les écoles, dans le quartier de Maurepas où nous sommes installés, mais aussi hors les murs, dans des résidences d'artistes, dans différents lieux. Donc c'est vraiment... une activité littéraire et de lecture autour de diverses actions. Et le festival rassemble en fait un peu toutes ces activités diverses, que ce soit les ateliers, l'écriture, la lecture, le travail avec les tout-petits, le concours de nouvelles jeunes et adultes, donc toutes des activités qui se renforcent en fait, qui maintenant s'orientent vers la formation d'ailleurs. On a maintenant une activité de formation des assistantes maternelles, etc. Donc c'est un programme qui est chargé, et le festival, le point d'orgue. Voilà, et c'est plus qu'un salon du livre en fait, Rue des Livres. Oui, c'est plus qu'un salon du livre, parce que il y a autour de l'activité salon, dont Emmanuel va vous parler avec les auteurs invités cette année, il y a un certain nombre d'actions transversales, que ce soit la battle dessinée, donc le travail avec les graphistes, que ce soit bien sûr les conférences, bien évidemment, les débats, nous en avons prévu un certain nombre cette année, l'activité de
lecture avec les tout-petits, le travail aussi avec les associations qui font lire dans les écoles, avec les bibliothèques aussi, les bibliothèques de la ville de Rennes, qui nous accompagnent également pendant ces 2 jours donc de festival. Un mot sur le lieu, les Cadets de Bretagne, pour ceux qui ne sont pas des Rennais historiques, on ne connaît pas forcément ce cadre qui se trouve rue d'Entrain. Alors, c'est un beau cadre, déjà, un cadre qu'on a eu le plaisir de choisir, et donc ça a été d'ailleurs une reconnaissance des 2 côtés. Dès qu'on a su qu'on ne pouvait plus occuper notre lieu historique qui était les Gailleuls, donc assez tard, en fin d'année 2021, on s'est mis à la recherche d'un nouveau lieu, et ce lieu nous a semblé comme étant le lieu idéal, parce qu'on reste quand même dans le quartier de Maurepas. Enfin, un peu moins peut-être, mais on se rapproche, voilà. Et donc, un lieu tout neuf, dans un lieu, enfin, je veux dire, un centre effectivement sportif, mais bien au-delà, parce qu'ils travaillent aussi sur les mots, ils ont aussi des activités autres que le sport. Et on considère que le sport et la lecture, le travail avec les jeunes aussi, les adolescents, qui est leur cœur de métier, se complétaient bien. Et donc, on a réussi à pouvoir donc trouver un arrangement qui fasse que, on peut disposer du lieu pendant 3 jours pour s'y installer d'abord le vendredi, puis l'occuper le samedi et le dimanche. Et donc, cette expérience, oui, on espère que ça va être une belle réussite, et on attend notre public, le public qu'on avait avant et qui, j'espère, va nous retrouver. C'est un lieu qui apporte un petit plus alors par rapport au Gailleuls ? Ah oui, c'est un lieu qui apporte un petit plus, parce qu'il permet donc déjà de se développer dans différents endroits, différentes petites salles. Il y a une très belle salle de conférences, de débats. Il y a également la possibilité de s'y restaurer, alors que dans les éditions précédentes, on avait notre restauration Lompré, donc il fallait se déplacer. Donc on a retrouvé notre organisation autour de la restauration, donc des auteurs et des bénévoles sur place, avec une association qui nous suit depuis l'origine. Et donc tout va se retrouver donc oui, c'est un lieu qui demande à être vraiment découvert, qu'on découvre nous avec plaisir, que nos bénévoles découvrent aussi. Déjà, on découvert par des visites sur site, et on a fait appel quand même pour l'organisation à une prestation d'événements, avec une société qui nous accompagne pour la mise en place, quoi, et l'organisation, parce que c'est quand même pas aussi simple que ça. Alors 12 et 13 mars, le programme de rue des Livres, Emmanuel 2022, Emmanuel Calac. Alors le programme 2022, il s'annonce très très riche. On a une sélection d'auteurs, donc des auteurs qu'on a sélectionnés tout au long de l'année avec un comité de lecture, que ce soit en jeunesse, en auteur adulte, en essai, en poésie, en bande dessinée aussi. Donc on a au total, on a 44 auteurs qui sont invités par Rue des Livres. Et donc ça veut dire en gros auxquels on propose de faire un temps de rencontre, de débat ou d'animation selon leur proposition à eux. Donc voilà, ces auteurs-là vont proposer 13-14 débats ou rencontres portraits pour certains, comme Zanzim, Fab Caro, Edmond Hervé, etc., pour en citer quelques-uns. On va avoir des rencontres croisées sur des thématiques qu'on a élaborées en fonction de leurs derniers ouvrages, parce qu'il y a toujours l'actualité éditoriale. Et puis, comme d'habitude, le Rue des Livres, c'est quand même un salon qui met en valeur, alors non seulement les auteurs, mais aussi les éditeurs. Et en l'occurrence, on a fait, comme chaque année, une sélection d'éditeurs à partir d'une candidature qu'ils font en fin d'année. Enfin, on a une petite organisation interne comme ça. Et on va avoir environ 53 éditeurs qui tiendront leur stand avec leurs auteurs à eux aussi, s'ils le souhaitent. Voilà. Et puis, bien sûr, les libraires. On travaille avec 4 libraires partenaires historiques, on va dire, qui accueillent nos auteurs en dédicace. Et il y a aussi 3 autres libraires de Rennes qui viennent. Et puis d'autres partenaires comme les bibliothèques de Rennes ou quelques autres partenaires qui viennent aussi, l'Université Rennes 2, l'IVDEC, et qui viennent aussi proposer
ce qui crée, ça donne une vision du circuit du livre régional et local et un petit peu au-delà, qui est quand même assez général et pour tout public et gratuit surtout. Oui, c'est gratuit, rappelons-le, 12 et 13 mars, donc au Cadet de Bretagne à Rennes. Donc vous privilégiez quand même aussi auteurs et éditeurs locaux, quoi. Oui, tout à fait. Oui, j'étais en train de regarder la liste des auteurs. Là, on est au moins à 70% d'auteurs régionaux, en tout cas. Voilà, parce que c'est très riche, hein, vous devez le savoir, évidemment. La création littéraire en Bretagne, elle est très, très riche, que ce soit pour les auteurs, adultes, jeunesse, BD, poésie, et puis les éditeurs aussi, et même les libraires. Marraine, voilà. Est-ce que la gratuité, c'est un argument qui fonctionne pour s'approcher de ce qu'on appelle parfois poliment les publics éloignés, aller vers des gens qui n'ont pas forcément l'habitude ou l'envie d'aller vers le livre ? On espère, on espère. Ouais. Est-ce que justement vous avez vu s'il y avait des bilans sociétaux en quelque sorte de la fréquentation de rue des Livres au fil des années précédentes ? Écoutez, moi je peux comparer avec les bibliothèques par exemple, puisque je suis issue du monde des bibliothèques. D'ailleurs, il y a une loi qui vient d'être promulguée de notre sénatrice d'Ille-et-Vilaine sur la gratuité des bibliothèques. Je pense que c'est un réel atout, bien évidemment, que cette gratuité de l'accès aux livres non seulement pour attirer des nouveaux publics, pour fidéliser nos publics aussi existants. Et puis, on connaît quand même la difficulté qu'ont les étudiants, mettons que je connais quand même un petit peu mieux pour avoir travaillé dans une bibliothèque universitaire, d'acheter les livres. S'il faut en plus payer l'accès à un festival du livre, à un salon, ça me semble quand même un peu compliqué et dommage. Donc on tient, oui, cette gratuité, même si quelquefois on a, comme beaucoup d'associations, des difficultés budgétaires pour le maintenir, et on se pose quelquefois des questions de savoir si on ne sera peut-être pas obligé de changer notre fusil d'épaule, mais pour le moment non. Voilà, ça reste... Ça fait sens avec effectivement le projet de Rue des Livres globalement, qui est quand même un projet de médiation autour du livre et de l'écriture et de la littérature. Et donc qui dit médiation, dit quand même il y a un aspect d'accessibilité, de rendre un peu la littérature, l'écriture et le livre accessible à tous. C'est quand même aussi ça qu'on fait toute l'année, en considérant, partant on fait le pari dès le départ, je parle de l'équipe et des bénévoles, mais que le livre c'est accessible à tous, que tout est bon dans le livre, comme on dit, même pour les tout petits jusqu'aux plus grands. Donc cette gratuité, elle est quand même importante par rapport à notre ligne de conduite, notre cahier des charges en quelque sorte. Mais quand vous dites tout est bon dans le livre, est-ce que tout est bon, même le cochon ? Ce sera le débat d'une autre émission. Radio Rennes, c'est la radio du livre. La semaine prochaine, nous évoquerons le cochon dans le livre. Je connais Gérald de Nimal, d'ailleurs, qui connaît un grand amateur de cochons dans le livre, qui est un homme de théâtre et un grand comédien par ailleurs. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Je trouve plus son nom là comme ça. Jean-Claude Dreyfus, voilà. Grand littéraire. On rappelle que Rue des Livres, c'est quand même 12 et 13 mars. Oui, c'est pas mal de rappeler ça. Et aussi de rappeler que notre site est très complet, puisque donc, les auteurs y apparaissent tous maintenant. Et effectivement, il est présent sur le flyer, et ce sera aussi sur les affiches qui vont être mises, affichées dans la ville de Rennes très prochainement, on l'espère. Et on peut s'y restaurer aussi. Oui, on peut s'y restaurer, oui. Voilà, on peut s'y restaurer. C'est une nourriture terrestre. Voilà. Et c'est vrai que le site, je rappelle, parce qu'il est à jour vraiment des auteurs, du programme, des débats, des ateliers pour les petits, pour les grands, des tournois de punchline, des battles dessinés, etc. festival-rudelivre.org. Et vous pourrez trouver toutes les informations sur ce festival qui va être très riche pendant les 2 jours de mars, 12 et 13 mars au Cadet. Et de toute façon, on continuera à en parler, bien évidemment, sur Radio Rennes dans les jours qui viennent. Merci à toutes les deux d'être venues nous en parler, à Emmanuel Calac et Elisabeth Lemot. On va parler de mots qui chantent de nouveau aujourd'hui, comme hier, avec Vincent Prémel dans un instant. D'accord, Loïc ? On fait comme ça. Alors, quelques cordes frottées, dignement pincées par Birely Lagraine, tout de suite, le temps que nos petits camarades se mettent en place. Au revoir, mesdames. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Rolly Lagraine, pas mal, grand guitariste de jazz et de tradition à Manouche, entre autres. Avec Loïc Turmel, on va conclure dans un instant cette deuxième émission plurielle autour du livre, du mois des livres et de Rue des Livres, bien sûr, avec tous nos auteurs. Et de nouveau, nos invités. Et puis on va rester avec de la guitare d'ailleurs. Hein. Vincent et Nico sont avec nous, comme hier. Alors, pourquoi le monsieur avec une casquette, il a une guitare plus petite? Oui, alors il justement, n'est pas tellement plus petit que son copain pourtant. Ta petite guitare là, c'est quoi ta petite guitare là? C'est une petite guitare de voyage. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus petite que celle de mon ami Nico. Après, on fait pas de concours, hein. On n'en est pas là. Hein. C'est histoire de l'amener partout. Ça se joue comme une grande guitare. Ça se joue comme une grande guitare. Alors hier, vous avez gratifié d'une chanson inédite qui va figurer sur un album à sortir au mois de juin. C'était Madame Traviole, je crois. Exactement. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle chanson aussi inédite ou une chanson que tu as puisée dans ton répertoire? Déjà existant, déjà enregistrée? Une chanson puisée dans le répertoire et inédite parce qu'elle va sortir sur le prochain album. Elle est aussi sur le prochain album. Ah ouais. Il va s'appeler comment le prochain album? Le prochain album va s'appeler Fleur de béton. Alors je me souviens du visuel de l'album précédent, une sorte de dessin au pastel, qui ressemblait d'ailleurs assez étrangement au visuel du disque de La Petite Semaine. Alors il en sera de quoi de ce visuel du troisième album, enfin du deuxième album sous ton nom? Il en sera que ce ne sera pas la même chose. Non. Et il en sera que vous serez tenu au courant bientôt. Voulu. Ça, c'est bientôt. Du teasing. Ça, c'est du et buzz. Je peux même vous annoncer, vous demander votre soutien pour un financement participatif pour cet album que vous trouverez sur Ulule. Vincent Prémel pour l'album Fleur de béton. Ulule.com, Vincent Prémel, donc pour participer au financement de cet album. Fleur de béton. Et aujourd'hui, vous nous chantez? On va vous amener on va vous emmener pour une escale sur l'île d'Ouessant. Ah ça nous plaît bien. C'est parti. On y va, bienvenue. De Santander à Copenhague résonne une voix dans chaque vague. C'est celle de mon fils qui rit, de ma pauvre mère qui prie. Tout se mélange, le vent qui frappe, une main qui veut qu'on l'attrape. Nos espoirs viennent de se briser, même le navire est épuisé. Les récifs sont menaçants. Sur l'île d'Ouessant, une sirène, me semble-t-il, chante la complainte des femmes de l'île. On voit au loin tous ces navires, juste une escale nous ferait rougir. C'est dur un homme sentir sa langue, même s'il parle dans une autre langue. Cet air cogne sur les brisants de l'île d'Ouessant. Il est pas loin de 23 heures quand nous entrons dans le front vert. Sur le rivage s'agitent des ombres dans la nuit de plus en plus sombre. Elle pleure un chant nous invitant sur l'île d'Ouessant. La fin ne sera pas heureuse, les mouettes l'observent en éclaireuse. Je leur reconnais l'accent de l'île d'Ouessant. La mort parfois fait bien les choses, elle m'emmène en chantant les roses. Le bateau craque sous le vent, autour de lui 3 survivants. Je sens une main qui me caresse, c'est celle de ma nouvelle maîtresse. Et se mélangera mon sang aux roses d'Ouessant. La 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 la. La 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 la.
sur l'île d'Ouessant. Vincent Prémel avec Nicolas Châtelain. Et c'est ainsi que se termine. Et oui, merci à vous deux. Et émission. Donc un disque à sortir au mois de juin, on rappelle, Fleur de béton, dont il sera certainement question sur nos ondes. Je pense aussi. Sur Radio Rennes, sur Radio Évasion, sur radiorennes.fr. Et puis également pour cette émission, vous la retrouverez sur la chaîne YouTube de Radio Rennes grâce aux images de Gérald Nimal. Merci à Gérard Jubot et à toute l'équipe du Victoria de nous avoir accueillis, à l'équipe de Radio Rennes aussi, elles sont là, ils sont là, et nous, nous on se remercie. On se remercie. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va baiser une volée, parce que c'est là que ça se passe, le livre aussi. Restez avec nous sur Radio Rennes, on y est, m'a-t-on dit, de mieux en mieux.